Le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité en ce vendredi, nous sommes le 9 octobre. Olivier Véran a annoncé hier soir le placement de la métropole de Lyon en zone d'alerte maximale à compter de demain samedi. Nous verrons les conséquences et également des réactions dans cette édition, comme celle de Cédric Van Stevendel qui était invité hier sur BFM. Il juge cette mesure nécessaire. Le salon Équitalion annulé, mais la partie sportive est quant à elle maintenue. Un focus dans cette édition sur le village des recruteurs, programmé cette année les 21 et 22 octobre, non pas place Bellecour, mais à la Bourse. Et puis nous parlerons également du pont de Condrieu, placé sous haute surveillance, un pont suspendu entre le Rhône et l'Isère. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous et bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Mais d'abord, cette douche froide cette nuit à Lyon. Son imposante stature, son visage émacié, le regard perçant, presque froid, qui semble vous scruter au plus profond, vous sonder par-delà votre simple attitude, cherchant à savoir qui vous êtes vraiment. Les propos sont de l'artiste lumière Damien Fontaine sur Facebook pour évoquer la mémoire de Jean-François Zuravik. On a appris en effet cette nuit le décès du patron de la Fête des Lumières. Le corps sans vie de Jean-François Zuravik a été découvert à son domicile à Lyon. Il avait 67 ans. Il était le coordinateur général historique de cet événement qui, en 15 ans, a fait de Lyon la capitale aussi de la lumière. L'édition 2019 avait été présentée comme sa dernière. L'homme avait dit vouloir prendre du recul tout en restant super ambassadeur de la Fête des Lumières. Écoutez, c'était il y a moins d'un an. Je pense que depuis 2005, on a développé cette fête. Elle est reconnue à l'international. Ça reste la référence, même s'il y a beaucoup de Fêtes des Lumières dans le monde. Elle reste encore la référence absolue. Je pense qu'il faut qu'elle le reste. Après, je dirais qu'avec du recul, je n'aurais jamais imaginé qu'on arriverait dans un périmètre sécurisé. Je n'avais jamais imaginé les attentats. J'avais imaginé qu'il fallait faire très attention aux mouvements de foule en termes de sécurité, pour qu'il n'y ait pas un écrasement ou quelqu'un un enfant qui soit piétiné. Je n'aurais jamais imaginé que d'abord on serait obligé de quasi annuler une fête une année et puis de revenir avec un système où on se reconcentre essentiellement sur la presqu'île, ce qui donne une densité de création, mais qui nous donne moins de choix aussi de lieux. C'est peut-être un point faible. Il faut quand même reconnaître, quand on voyage dans le monde entier, la France est beaucoup plus touchée et les autres festivals n'ont pas ces contraintes, mais ça reste un événement qui a vraiment créé tout un mouvement d'un écosystème avec les jeunes, avec une activité économique pour les créateurs et puis aussi un bénéfice économique pour l'ensemble de la ville. Jean-François Zuravik, qui bien sûr à l'époque n'avait pu imaginer la menace de l'épidémie Covid, il avait officiellement quitté ses fonctions à la ville de Lyon le 30 juin dernier. Le ministre de la Santé Olivier Véran a donc annoncé hier soir le placement de la métropole de Lyon en zone d'alerte maximale à compter de demain samedi, et ce en raison de l'aggravation de la situation sanitaire. Le taux d'incidence a dépassé les cotes d'alerte, a souligné le ministre. Cette décision a pour effet un renforcement des mesures sanitaires. La première d'entre elles est la fermeture des bars dans l'ensemble de la métropole de Lyon, comme c'est déjà le cas à Paris et Marseille. Bars qui devaient déjà baisser le rideau à 22h depuis le 28 septembre dernier. Les restaurants devraient quant à eux pouvoir continuer à ouvrir à condition d'avoir mis en place un protocole sanitaire. Pas plus de 6 personnes par table, davantage d'espace entre les tables et un registre d'inscription afin d'identifier les clients en cas de cluster. Cette nouvelle ne va pas dans le sens que souhaitait le maire de Lyon. L'écologiste Grégory Doucet jugeait mercredi lors de sa visite au centre de dépistage à Gerland qu'il n'était pas la peine d'aller plus loin en ce qui concerne les mesures. Pour Cédric Van Stevendel, en revanche, c'est une mesure nécessaire, a estimé le maire socialiste de Villeurbanne hier sur BFM Lyon. Ce que nous vivons est une crise sans précédent et il faut l'aborder avec beaucoup d'humilité et je ne suis pas forcément toujours le mieux placé pour savoir quelle est la position à tenir. 2, j'avais indiqué que ce qui était insupportable, c'était de ne pas savoir où se prenaient les décisions. Il semblerait qu'il soit dorénavant clair que les décisions se prennent au niveau du ministre de la Santé et d'Olivier Véran sur la base d'indicateurs qui sont analysés régulièrement, le taux d'incidence, c'est-à-dire le nombre de personnes pour 100 000 qui sont concernées. On a dépassé les 250 sur notre agglomération, le taux de positivité et puis surtout le taux d'occupation des lits d'hôpitaux. Et ce chiffre aujourd'hui est préoccupant sur le territoire. Donc je pense que c'est ce qui conduit le ministre à nous placer dans cette zone-là. À partir de là, une fois qu'on sait sur quels indicateurs les décisions sont prises et qu'on sait quelles sont les mesures qui s'appliquent et qu'elles s'appliquent sur le territoire du français d'une manière homogène, je crois qu'on ne peut pas non plus sans cesse
puissent avoir des injonctions contradictoires vis-à-vis de l'État. Je ne dis pas que je suis satisfait que les bars ferment ce soir, parce que je mesure pour eux ce que ça veut dire en matière d'activité économique et la catastrophe que c'est pour eux, mais je vois aussi que dans les hôpitaux, nos capacités sont en train de se saturer progressivement. On a vraiment du mal à convaincre la population que nous sommes encore dans une crise importante et qu'il y a du danger pour la santé de ses proches. Et donc, je pense que c'est une mesure nécessaire. Cédric Van Stevendel, le maire de Villeurbanne, les députés La République En Marche du Rhône, Anne Brugnera, Jean-Louis Touraine et Thomas Rodigoz ont eux aussi réagi aux annonces d'Olivier Véran. Ces mesures additionnelles peuvent être difficiles à vivre pour certains, mais il en va de la responsabilité de chacun de les respecter, à la fois pour sa propre sécurité, mais aussi pour protéger les autres. Les 3 députés encouragent tous les Lyonnais à respecter ces mesures. Le basculement de la métropole de Lyon en zone d'alerte maximale a été décidé par le président de la République lui-même en Conseil de défense. 3 indicateurs sont retenus pour le passage dans cette zone rouge écarlate. Un taux d'incidence global supérieur à 250 pour 100 000 habitants, un taux d'incidence des plus de 65 ans supérieur à 100 pour 100 000 et un taux d'occupation en réanimation de 30%. À Lyon, ces indicateurs se sont dégradés ces derniers jours. Taux d'incidence global 270, taux d'incidence des plus de 65 ans 145, taux d'occupation de 31% en réanimation, selon les chiffres donnés hier soir par Olivier Véran. Lyon demain, la radio lyonnaise à écouter partout dans le monde. Le salon Équitalion est annulé, mais la partie sportive est maintenue. La 26e édition du salon Équitalion devait se dérouler du 28 octobre au 1er novembre. Les compétitions de saut d'obstacles nationales et internationales auront bien lieu à Eurexpo. Les 4 étapes de Coupe du Monde, CSI, dressage et attelage, auront lieu également. Le sport doit vivre, les athlètes, cavaliers et chevaux doivent pouvoir travailler, concourir et s'entraîner en vue des grandes échéances à venir, souligne Sylvie Robert, l'organisatrice de l'événement. Les compétitions se dérouleront sur 9 jours au lieu de 5 et sur une carrière unique du 24 octobre au 1er novembre. Attention, aucun public extérieur n'est prévu. Une jauge maximale de 1000 personnes sera autorisée autour de la carrière principale, mais essentiellement réservée aux partenaires du salon. Les 21 et 22 octobre se déroulera au Palais de la Bourse le village des recruteurs, un moyen pour les demandeurs d'emploi de rencontrer directement les employeurs pour maximiser leurs chances d'embauche. Et ce rendez-vous est maintenu malgré la crise Covid. Charlène Robert. Il est parfois difficile de trouver sa voie professionnelle et même encore plus de trouver un emploi. Après la crise sanitaire, le nombre de demandeurs d'emploi a augmenté et le village des recruteurs tombe à point nommé pour aider ceux qui souhaitent se faire embaucher. Antoine Thalys, fondateur d'Aglaé Events, organisateur de l'événement, nous présente le village. Le village des recruteurs, c'est une opération de recrutement qui met en lien directement les entreprises qui recrutent, les agences d'emploi et les organismes de formation avec les candidats. Nous, on a monté cette opération en 2015. Moi, je crois particulièrement en fait à la rencontre en direct aujourd'hui, à l'ère du numérique où on envoie son CV en fait. En plus, c'est d'une expérience personnelle. On envoie son CV en fait à une centaine d'entreprises et on a souvent allé au maximum 5-10% de réponses. Là, vous venez voir une cinquantaine d'entreprises qui recrutent. Vous pouvez rencontrer directement le responsable RH et lui exposer en fait votre projet professionnel. Et puis on voit si ça matche ou si ça matche pas. Faciliter la rencontre entre l'entreprise et les candidats. Comment se porte le marché de l'emploi dans la région ? Le marché de l'emploi, aujourd'hui, il a évidemment connu une légère baisse avec un nombre de candidats qui est en augmentation. Ce qu'on repère en fait au niveau des entreprises sur un marché comme l'événementiel, c'est-à-dire qu'aujourd'hui le village des recruteurs c'est évidemment une opération de rencontre en direct, donc on a des entreprises aujourd'hui qui recrutent et qui ne peuvent pas s'engager parce que la politique de l'entreprise fait qu'elle refuse de mettre des équipes sur le terrain par exemple, mais aujourd'hui nous on a constaté que la grande majorité des entreprises continuent de recruter. Après ça va être du déplacement en fait de besoins. Nous traversons actuellement une période compliquée avec la présence du virus Covid-19 qui circule encore dans notre territoire. Quelles sont les mesures d'hygiène mises en place au sein de l'événement concernant ce sujet? Alors, il y a une jauge. On a un panel de mesures en fait qu'on met en place. Le candidat sera invité à se désinfecter à l'entrée avec une distribution de gel hydroalcoolique. Il pourra, une fois ce geste effectué, il pourra rentrer sur l'opération. On a mis en place à la fois de la distanciation. Chaque RH en fait a 4 mètres carrés et le candidat a également 4 mètres carrés. Donc, on a une jauge à 500 personnes maximum. On a un sens de circulation et évidemment le port du masque est obligatoire. Tout est fait aujourd'hui pour que l'événement se passe bien. On a eu Dijon la semaine dernière qui s'est très bien passé et on prend absolument aucun risque. Quel type de métier peuvent retrouver les demandeurs d'emploi au sein du village des recruteurs? Alors on essaie d'avoir un panel de métiers qui soit le plus large possible. Aujourd'hui dans les secteurs
qui sont représentés. On va avoir le BTP, un petit peu d'industrie, on va avoir du commerce, on va avoir du service à la personne, de l'environnement, de l'immobilier. Donc on essaie d'avoir le panel le plus large possible. Ça part de la mission intérim et ça va jusqu'à des postes de cadre. On a l'exemple de Lidl qui sera présent et qui recrute des directeurs de magasins, voire des responsables de secteur, autant que des équipementiers. Donc l'objectif pour nous, c'est qu'il y en ait pour, évidemment, j'ai envie de dire tous les goûts. On a moins d'entreprises que l'année dernière, évidemment. Ça aurait pu difficilement en être autrement. Maintenant, on a quand même gardé cette opération à vocation multisectorielle. Quel est l'objectif de l'événement ? Si on prend les chiffres de l'année dernière, on avait 9500 candidats en 2 jours et on était sur 475 recrutements effectués à l'issue des 2 jours de l'événement. Cette année, on se fixe pour objectif, un objectif évidemment plus raisonnable, compte tenu des circonstances. On se fixe un objectif de 300 recrutements sur les 2 jours de l'événement. Je suis candidat et je me rends au salon. Quels sont vos conseils pour augmenter mes chances de trouver un emploi ? Déjà, la première chose à faire quand on est candidat, c'est d'aller voir sur le site levillagerecruteur.fr pour 2 raisons. La première, c'est de voir les offres qui sont disponibles sur l'événement et le listing des entreprises. Et la deuxième chose, c'est que on doit tenir un registre en fait pour toutes les personnes qui se présentent sur l'événement. Donc ils ont la possibilité de se préinscrire en ligne, ce qui fait que ça facilitera en fait leur entrée sur l'événement. La deuxième chose, c'est de se préparer, de se mettre en condition en fait pour aller rencontrer les responsables RH. C'est tout bête, mais de s'habiller selon les codes. Si vous êtes commercial, évitez les tongs, ça marchera pas. Et puis la troisième, c'est évidemment de se prévoir son CV imprimé en multi-exemplaires de manière à pouvoir le laisser aux recruteurs présents. On a 48 entreprises présentes, donc moi je conseille à chaque candidat d'imprimer au moins une petite dizaine d'exemplaires parce que ça coûte rien d'aller voir une entreprise, parce qu'il peut aussi y avoir des postes qui sont entre guillemets soit pas encore ouverts, soit qui font partie entre guillemets d'un marché caché. C'était Antoine Thalys, fondateur d'Aglaé Events et organisateur du village des recruteurs. Plus d'informations sur le site aglaéevent.fr. Merci Charlène. En bref, le reste de l'actualité, 600 Arméniens ont manifesté devant le consulat de Turquie hier pour réclamer l'arrêt du conflit armé dans le Haut-Karabakh. Ils dénoncent l'agression de l'Azerbaïdjan et de la Turquie et demandent au président Macron d'intervenir. Monsieur le Président, n'attendez pas la paix, allez la chercher. Fin de citation. Le pont de Condrieu, placé sous haute surveillance, à cheval entre les départements du Rhône et de l'Isère, la structure présente une dégradation accélérée depuis 2013. Les élus du département du Rhône doivent approuver une délibération pour décider de mesures d'urgence. Dès la fin de cette année, les poids lourds avec un chargement de plus de 19 tonnes n'auraient plus droit d'emprunter ce pont. Aujourd'hui, la limite, c'est 26 tonnes. Il est aussi envisagé d'instaurer une circulation alternée pour tous les véhicules. Au plus tard, en janvier prochain, des fils en acier composant les câbles de suspension ont rompu sous l'effet des intempéries et du trafic. Plus de 8000 véhicules empruntent chaque jour ce pont de Condrieu. Enfin, le match Asvel féminin Nantes-Rezé reporté à cause du Covid. 3 des 5 joueuses lyonnaises touchées étaient encore positives. Le match a donc été reporté au 4 novembre. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve naturellement lundi pour une prochaine édition. Bon week-end, mais restez prudents.